Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Du coup, on fait un petit live aujourd'hui pour clôturer Shining, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Il nous reste ouais, allez, une petite centaine de pages, ouais, un petit peu moins. Donc on clôture Shining aujourd'hui. Euh, je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, ça devrait aller, vous devriez pouvoir supporter ma terrible voix. Euh, Du coup, comme je l'avais dit lors du précédent live, et ceux qui me suivent sur Discord, vous êtes peu, mais j'ai donc fait le petit sondage pour savoir quelle sera notre prochaine lecture. Donc j'ai fait le sondage sur Discord et sur Instagram. Et pour le moment, en tout cas c'est acté, puisque là bah, on finit Shining, donc il faut que j'ai un minimum de préparation pour la prochaine lecture. Et c'est la saga Harry Potter qui a remporté au niveau du nombre de voix. Donc là, on va se lancer sur 7 bouquins. Ça fait beaucoup. Du coup, on verra comment je vais gérer ça. Est-ce que on fera une petite pause parce que normalement, j'aimerais bien être à 3 lives par semaine. Là, j'ai un changement dans ma vie assez important. Donc je vais voir comment je peux gérer ça par rapport à ma vie personnelle, si je peux continuer à faire des... Si je peux garder le rythme en fait de 3 lives par semaine ou si ça va être vraiment embêtant dans ma vie de tous les jours. En tout cas, les streams vont continuer, ça c'est sûr. Le stream du dimanche, je pense que c'est bon. Je pense que là, on est tous d'accord. C'est dimanche et lundi. Je pense que lundi, ça va le faire aussi. En tout cas, voilà. Je vous redirai tout ça par rapport au planning, par rapport à tout ça. Donc, si j'arrive à maintenir 3 lives par semaine, ce qui serait vraiment cool, 3 lives par semaine minimum. Peut-être que on pourrait faire un espèce de menu 2 lives sur un livre Harry Potter, donc, enfin sur celui auquel on est, et un live, par exemple, je pensais, pourquoi pas un livre de nouvelles de Stephen King par exemple, ou quelque chose en genre. En fait, pas une seconde lecture différente, mais pas trop prenante non plus. Quelque chose qu'on peut juste s'écouter entre deux lectures, entre deux, voilà, histoire que vous soyez pas non plus perdu dans Harry Potter. À voir aussi avec vous par la suite ce que ça va donner. Est-ce que on enchaîne les 7 livres d'un coup ou est-ce que on fait une pause de temps en temps, je sais pas, au bout de 3 livres, hop, on fait une pause, on repart sur un livre unique, pas trop long, et après on reprend les Harry Potter, ça on verra. Faut pas non plus que ce soit trop lourd pour vous, faut pas que ce soit trop lourd pour moi parce que ça va être long du coup. 7 livres, je pense notamment à l'Ordre du Phénix qui est extrêmement long, il doit faire facile 800 pages, donc ça va nous prendre du temps. Là, Shining, il en faisait 500 et quelques. Ouais, elle est presque 600. Ça nous a pris pas mal de lives. Bon, c'est passé parce que j'ai fait des gros lives, mais voilà. Tout ça pour dire que les Harry Potter, ça risque d'être très long, de nous prendre beaucoup de temps. Donc à voir quelle sauce je le ferai, comment on va gérer. Mais voilà, en tout cas, c'est Harry Potter qui remporte et qui sera donc la prochaine lecture. J'ai déjà commencé à un peu tout préparer. Donc là, on termine aujourd'hui Shining et on commence Harry Potter, si possible demain soir, et sinon dans la semaine. Normalement, dans la semaine, ça devrait le faire. Voilà, voilà, je crois que c'était tout. Donc, petit rappel, je vous invite bien évidemment à me suivre sur la chaîne Twitch histoire que ben, vous soyez informés des nouveaux lives, que voilà, enfin, que vous savez, parce que voilà, pour l'instant je fais des lives un peu sauvages, un peu, là normalement je fais pas de live à 15h, mais voilà, il y a des petits lives sauvages qui apparaissent de temps en temps. En fonction de mes envies, de mon temps, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre surtout sur ma chaîne Twitch. Sinon vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, je vous mets le lien dans le chat. Sur YouTube, je mets tous mes replays sans exception. Ils sont chapitrés, ils sont rangés en playlist. Donc c'est bien rangé, vous vous y retrouverez. Donc ça c'est cool parce que bah YouTube c'est cool. Non, c'est cool parce que c'est chapitré. Si par exemple là vous écoutez, admettons, jusqu'au chapitre 44 et qu'après vous savez plus où vous en êtes, hop, vous allez sur YouTube et vous retrouvez direct le moment en fait. Donc ça c'est bien. Donc je vous invite pareil à vous abonner, à mettre la petite cloche pour tous les replays qui sont postés.
Je vous invite aussi à rejoindre le Discord. C'est là qu'on prend les décisions, c'est là que on va mettre en place des débats. Pour l'instant, le Discord il est un peu cracra et pas super bien bossé, mais je vais m'en occuper. Il faut vraiment que je m'en occupe. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse faire des débats littéraires sur la cinéma aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, on peut faire plein de choses, mais c'est surtout pour tout ce qui est annonce, tout ce qui est ouais annonce, prise de décision, débat, ça peut être sympa. Voilà, et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Pareil, j'ai fait du coup le sondage de... Ouais, j'ai encore perdu mon téléphone. J'ai fait le sondage par exemple de où est-ce que... Enfin, de quelle sera la prochaine lecture pardon, entre autres sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. Je partage un peu de ça, un peu de plein de choses. Donc pareil, allez-y, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà. Petit rappel aussi pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient simplement pas entendu. Donc après la lecture de Shining, euh, on va mettre, enfin, il y a quelque chose qui va être mis en place avec notamment Galdrar, pour ceux qui connaissent. Donc lui, il fait surtout des jeux, donc sur Twitch. Mais il fait pas que ça. Il a aussi une chaîne spécialisée dans le cinéma, où il fait un peu plus de débat. Lui, vraiment, il est calé en cinéma, donc forcément, si vous n'êtes pas fan de cinéma, ça risque de vous perdre un petit peu. Ça peut vous apprendre des choses. En tout cas, je vous ai mis en lien en commentaire ces deux chaînes Twitch. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc normalement avec lui, on va faire un débat sur le livre Shining par rapport à l'adaptation cinématographique. Donc on va pas rentrer dans les grands détails du cinéma, vous inquiétez pas. On va éviter de vous parler de choses qui sont peut-être hors de votre compréhension. Moi je le connais très bien, donc forcément je comprends plus ou moins son jargon. Mais vous, si ça vous intéresse pas, que vous voulez juste une analyse un peu globale de l'adaptation, pourquoi pas. Donc voilà, ça va être fait. Il y aura certainement il y aura très certainement d'autres invités. Pour l'instant, c'est pas encore figé. J'ai pas encore, je sais pas encore qui sera là ou pas. C'est pas encore fait. Donc voilà, en tout cas, vous serez tenu au courant. Et dans mes lives, ce sera annoncé à l'avance. Ce sera pas sauvage comme là. Ce sera annoncé. Donc Discord, Instagram et sur mes lives même, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je crois que c'était tout pour l'instant publicité. Attendez un petit instant. Excusez-moi. Donc on va reprendre Shining. Hop, transition, attention les yeux. Nous nous étions arrêtés au chapitre 55. Attendez, est-ce que c'est écrit en chiffre romain? Et là ça dépasse, je suis un peu 45. Ah bah oui, je suis bête. On est au chapitre 45 du coup, excusez-moi. Chapitre 45 et c'est parti. Chapitre 45. L'aéroport de Stapleton à Denver. À 8h31 du matin, une des passagères du vol TWA 196 éclata en sanglots et se mit à claironner tout haut ce que d'autres passagers, et même certains membres de l'équipage, devaient penser tout bas, à savoir que leur avion était sur le point de s'écraser. La femme au visage pointu, assise à côté d'Aloran, leva les yeux de son livre, juste le temps de prononcer son verdict. Imbécile. Puis se replongea dans sa lecture. Pendant le vol, elle avait ravalé 2 screwdrivers, mais il ne paraissait pas avoir eu d'effet sur elle. Donc note de l'auteur, enfin du traducteur, Screwdrivers est un cocktail fait de vodka et de jus d'orange. Pourquoi pas? Pour la culture générale, pourquoi pas? On va s'écraser, criait l'autre femme à tue-tête. Nous sommes perdus. Aloran ne savait pas ce que ressentaient les autres passagers de ce vol, mais il avait, quant à lui, une trouille bleue. Par le hublot, on ne voyait qu'un rideau blanc secoué par le vent. Des bourrasques de neige faisaient tanguer l'avion de tous côtés. Pour lutter contre la force du vent, le pilote avait poussé les moteurs à fond et le plancher vibrait sous leurs pieds.
Derrière, en classe touriste, les passagers gémissaient et une hôtesse était allée apporter des sacs en papier supplémentaires à ceux qui avaient le mal de l'air. Un homme assis 3 rangs devant Aloran avait vomi dans son National Observers. D'un air penaud, il s'était excusé quand l'hôtesse était venue l'aider à se nettoyer. Ce n'est rien, avait-elle dit, avait-elle répondu, pour le consoler. J'ai cette réaction-là quand je lis le Rider's Digest. Aloran avait suffisamment l'habitude des voyages en avion pour deviner ce qui s'était passé. Sur la plus grande partie du trajet, il avait dû lutter contre des vents contraires, ce qui les avait retardés. Si bien que lorsqu'ils étaient arrivés au-dessus de Denver, où le temps s'était subitement aggravé de façon inattendue, il était trop tard pour dérouter l'avion vers un autre aéroport, où les conditions atmosphériques seraient meilleures. Le panneau interdit de fumer s'alluma et une petite sonnerie attira l'attention des passagers. Une voix douce aux accents chantants du sud leur dit : « C'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons commencer notre descente vers l'aéroport international Stapleton. Vous avez été secoué pendant le vol et je m'en excuse. Vous le saurez peut-être de nouveau au moment de l'atterrissage. Mais nous ne prévoyons aucune difficulté majeure. Nous vous prions de respecter les consignes de sécurité, d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la région de Denver et nous espérons que... » L'avion subit de nouveau une secousse brutale et tomba à la verticale, comme un ascenseur, dans un trou d'air. Aloran sentit son estomac se soulever. Plusieurs personnes, et pas seulement des femmes, se mirent à hurler. Nous vous reverrons prochainement sur d'autres vols de la TWA. On ira plutôt à pied, lâcha quelqu'un, derrière Aloran. C'est tellement ridicule, dit la femme au visage pointu, en glissant une pochette d'allumettes dans son livre qu'elle referma, tandis que l'avion amorçait sa descente. Quand on a vu les horreurs d'une sale petite guerre, comme vous l'avez fait, ou quand on a vu, comme moi, à quelle dégradation morale nous abaissent les interventions de la CIA, au nom de la politique du dollar, alors un atterrissage difficile paraît peu de chose, n'est-ce pas, monsieur Aloran ? Vous avez absolument raison, madame, dit-il, regardant d'un air maussade les bourrasques de neige par le hublot. Si je puis me permettre de vous poser une question, est-ce que vous ne souffrez pas trop d'être secoué comme ça, avec votre plaque métallique ? Oh, la tête va très bien, merci, répondit Aloran. C'est plutôt l'estomac qui me barbouille. Je suis navré pour vous. Elle rouvrit son livre. Pendant qu'il descendait à travers les nuages de neige opaque, Aloran se rappela un accident d'avion qui avait eu lieu à l'aéroport Logan de Boston, quelques années auparavant. Les conditions atmosphériques étaient comparables à la seule différence près que c'était du brouillard, et non de la neige qui avait réduit la visibilité à zéro. Le train d'atterrissage avait heurté un mur de soutènement au bout de la piste, et ce qu'on avait retrouvé des 89 passagers à bord ressemblait à du steak tartare. Une petite main blanche se posa sur celle d'Aloran. La femme au visage pointu avait ôté ses lunettes. Sans elles, elle avait l'air beaucoup moins revêche. Tout ira bien, lui dit-elle. Aloran sourit et hocha la tête. Comme prévu, l'avion atterrit brutalement, et le choc fut suffisamment violent pour faire dégringoler les revues de leur présentoir et s'écrouler, comme un énorme château de cartes. La pile de plateaux en plastique dans le compartiment cuisine. Personne ne cria, mais Aloran put entendre claquer les dents comme des castagnettes. Dans un vacarme assourdissant, les réacteurs se mirent à rugir pour freiner l'avion, et quand leur régime eut baissé, la voix du pilote, encore mal assurée, se fit de nouveau entendre avec ses douces inflexions du sud. « Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport Stapleton. Vous êtes priés de rester à vos places jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, devant le terminal. Merci. » La femme à côté d'Aloran ferma son livre et poussa un profond soupir. « Nous voilà arrivés sains et saufs. Nous serons encore là pour voir ce que nous réserve la journée de demain. Laissez-nous d'abord en finir avec celle d'aujourd'hui. Vous avez raison. Tout à fait raison. Voulez-vous venir boire un verre avec moi au bar ? Ce serait avec le plus grand plaisir, mais j'ai un rendez-vous important. C'est urgent ? Très urgent, dit Aloran avec solennité. J'espère que ce que vous allez faire fera avancer la cause du bien dans le monde. Je l'espère aussi, répondit Aloran en souriant. Elle lui rendit son sourire et parut rajeunir de 10 ans.
Sans autre bagage que son sac de voyage, Halloran arriva avant la foule des voyageurs au bureau du rez-de-chaussée. À travers les vitres fumées, il pouvait voir la neige qui tombait toujours et que les rafales de vent faisaient tourbillonner en épais nuages blancs. Les gens qui traversaient le parking devaient s'arc-bouter contre le vent, et un bonhomme y perdit son chapeau. Halloran éprouva un élan de commisération en voyant le feutre s'envoler, suivi du regard impuissant de son propriétaire. N'y pense plus, mon vieux. Ton galure n'atterrira qu'en Arizona. Puis-je vous aider, monsieur lui demanda une jeune femme, portant l'uniforme jaune de Hertz. Si vous avez une voiture à me louer, la réponse est oui, dit-il, avec un large sourire. En payant le prix fort, il put obtenir une voiture puissante, une Buick Electra noire et argent, dont le principal mérite à ses yeux était moins son élégance que sa robustesse, indispensable pour affronter les routes de montagne. Il lui faudrait encore s'arrêter en route pour faire mettre des chaînes. Sans elle, il n'irait pas loin. Il est vraiment méchant, ce Blizzard demanda-t-il à la jeune femme quand elle lui tendit le contrat de location à signer. On dit que c'est le plus fort qu'on ait jamais eu depuis 1969, répondit-elle sur un ton dégagé. Vous allez loin, monsieur? Plus loin que je ne le voudrais. Si vous le souhaitez, je peux téléphoner au garage Texaco, au carrefour de la 270, pour qu'il vous réserve des chaînes. Vous me sauvez la vie, ma mignonne. Elle décrocha le téléphone et appela le garage. Ils vous attendent. Merci 1000 fois. En s'éloignant du bureau, il vit la femme au visage pointu qui faisait la queue devant le tapis roulant de la livraison des bagages. Elle lisait encore son livre. Halloran lui fit un clin d'œil en passant. Elle leva les yeux, lui sourit et lui fit signe de la paix. Elle aussi a le don. Il remonta le col de son pardessus et, souriant toujours, fit passer son sac de voyage dans une autre main. La rencontre avec la femme au visage pointu lui avait fait du bien. Il regrettait de lui avoir raconté le bobard à propos de la plaque métallique dans sa tête. En son fort intérieur, il lui souhaita bonne chance, et au moment où il sortait dans la bourrasque de neige, il eut le sentiment qu'elle faisait de même pour lui. La pose des chaînes ne coûta pas cher en soi, mais pour ne pas être obligé de faire la queue, Halloran glissa 10 $ de plus au mécanicien. Il était déjà 10 heures moins le quart quand il reprit son chemin, au rythme monotone des essuie-glaces et des chaînes frappant la route en cadence. L'autoroute s'était transformée en course aux obstacles. Même avec les chaînes, il n'arrivait pas à faire plus de 40 km/h. Des voitures qui avaient dérapé et quitté la route s'étaient immobilisées dans des positions bizarres. Sur certaines pentes, avec des pneus normaux qui patinaient dans la neige, on n'avançait pratiquement plus. C'était la première grosse chute de neige de l'année dans le bas pays. Si tant est qu'on puisse l'appeler bas. Un pays qui se trouve à 1500 mètres au-dessus de la mer, et elle était en train de tourner en véritable tempête. À la bretelle d'accès de la route 36, un nouveau coup de malchance le guettait. La route 36, qui relie Denver à Boulder, file vers l'ouest en direction d'Est Park, où l'on rejoint la route 7, c'est-à-dire l'autoroute du pays haut. C'est celle-ci qui traverse Seedwindsor, passe devant l'Overlook et redescend par le versant ouest de l'Utah. La rampe d'accès était bloquée par une voiture renversée. Les torchères qu'on avait plantées tout autour ressemblaient aux bougies géantes d'un gâteau d'anniversaire pour enfants débiles. Il s'arrêta et abaissa la vitre. Un flic en bonnet de fourrure enfoncé jusqu'aux oreilles lui fit signe de sa main gantée de suivre le flot de voitures qui se dirigeait vers le nord, sur la route 25. « Vous ne pouvez pas monter par ici !» hurla-t-il à Halloran pour se faire entendre, par-dessus le hurlement du vent. « Reprenez l'autoroute jusqu'à la deuxième sortie qui vous mène à la 91, et vous retrouverez la 36, à Bromfield. »« Je crois que j'ai la place de passer du côté gauche !» lui cria Halloran. « Sinon vous me faites faire un détour de 30 kilomètres. »« Je vous ferai faire un détour au poste si vous ne filez pas immédiatement, » rétorqua le flic. « Cette rampe est fermée. » Halloran fit une marche arrière, attendit un créneau dans le flot de voitures et reprit son chemin sur la 25. D'après les panneaux, il n'était qu'à 100 km de Cheyenne, dans le Wyoming. S'il ratait sa rampe de sortie, c'est là-bas qu'il irait finir. Il augmenta sa vitesse petit à petit, jusqu'à 45 km/h, régime qu'il n'osa dépasser,
car déjà la neige menaçait de bloquer les essuie-glaces, et le comportement des autres voitures était devenu tout à fait imprévisible. Un détour de 30 kilomètres. Il lâcha une bordée de jurons. Le sentiment que le temps pressait le serrait à la gorge, le faisant presque suffoquer. Il était de plus en plus persuadé qu'il ne sortirait pas vivant de cette aventure. Il alluma le poste, sauta la publicité de Noël et trouva un bulletin météorologique. Déjà 10 centimètres et on s'attend à 20 centimètres de plus avant la tombée de la nuit. La police communale et la police départementale vous conseillent de ne pas sortir en voiture, sauf en cas de force majeure, et vous préviennent que la plupart des cols de montagne sont déjà fermés. Alors restez bien au chaud chez vous, calfeutrez vos portes et vos fenêtres, et restez à l'écoute de... Je n'y manquerai pas, espèce de gens foutre, dit Aloran. Et la rage au cœur, il éteignit le poste. Fin du chapitre. Je vous fais juste une petite pause, je reviens tout de suite. Et me revoilà. Navré pour l'interruption.
Du coup, on est reparti. Chapitre 46. Wendy. Vers midi, profitant d'un moment où Danny s'était absenté pour aller aux toilettes, Wendy retira de dessous l'oreiller le couteau enveloppé dans son torchon et le glissa dans la poche de sa robe de chambre. Puis, elle alla à la porte de la salle de bain. Danny ? Quoi ? Je vais descendre nous préparer quelque chose à manger, d'accord ? D'accord. Veux-tu que je descende avec toi ? Non, je te le montrerai. Que dirais-tu d'une omelette au fromage et d'une soupe ? Très bien. Elle hésita encore devant la porte fermée. Danny, tu es sûr que ça va ? Ouais, répondit-il. Mais fais attention. Où se trouve ton père ? Est-ce que tu le sais ? Sa voix avait un timbre curieusement neutre. Non, mais ça va. Elle avait envie d'en savoir davantage, mais elle se tut, ne voulant pas le harceler. Ils savaient tous deux de quoi il s'agissait. Ils n'y pouvaient rien et revenir sans cesse sur ce sujet ne ferait qu'accroître leurs inquiétudes. Jack avait perdu la raison. Vers 8 heures du matin, tandis que la tempête dehors rassemblait ses forces dévastatrices, ils avaient écouté de leur chambre les cris et les divagations de Jack qui errait sans but au rez-de-chaussée. Les éclats de voix semblaient provenir du dancing. Il chantonnait de petits airs sans mélodie, ou alors se mettait à parler tout seul, comme s'il participait à une discussion et qu'il défendait son point de vue. À un moment donné, il avait crié si fort qu'ils en étaient restés paralysés de terreur, à se regarder dans les yeux sans rien dire. La dernière chose qu'ils avaient entendue était le bruit de ses pas qui traversaient le hall, suivi d'un bruit de choc, comme s'il était tombé ou qu'il avait claqué une porte. Et depuis 3h30, c'est-à-dire depuis 8h30 du matin, le silence était revenu. Elle sortit dans le petit couloir, puis le grand, pour se diriger vers l'escalier. Elle s'arrêta sur le palier pour jeter un coup d'œil autour du hall, en bas. Il semblait désert. Mais la lumière, filtrée par la neige, était si pâle qu'une grande partie de la pièce restait plongée dans l'ombre. Danny pouvait se tromper. Jack était peut-être tapi derrière une chaise, derrière un canapé, ou derrière le bureau de la réception, attendant qu'elle descende. Elle s'humecta les lèvres. Jack ? Pas de réponse. Empoignant le manche du couteau, elle commença à descendre l'escalier. Elle avait souvent imaginé la fin de leur mariage, par le divorce ou par la mort de Jack, dans un accident de voiture, provoqué par son ébriété. Une vision qui l'avait souvent hantée vers 2 heures du matin, pendant les veillées à Stovington, ou encore par l'apparition d'un autre homme, chevalier servant de Mélo, qui les enlèverait. Danny et elle, avec son coursier blanc. Mais jamais elle n'avait prévu que tout se terminerait ainsi, qu'elle se trouverait en train de rôder dans un dédale de couloir, armée d'un couteau destiné à frapper Jack. À cette pensée, une vague de désespoir l'assaillit, et elle dut s'arrêter au milieu de l'escalier, et se cramponner à la balustrade pour ne pas s'écrouler. Avoue-le, il n'y a pas que Jack qui t'inquiète. Sa transformation à lui n'est qu'un phénomène parmi bien d'autres qui sont, eux aussi, anormaux, inexplicables. Les buis qui bougent, les confettis dans l'ascenseur, le loup par terre dans la cabine. Elle tenta de reformuler une dernière pensée, mais il était trop tard. Et les voix. Par moments, elle avait en effet cru entendre autre chose que les divagations d'un fou solitaire, conversant avec les fantômes de son cerveau dérangé. Des voix, de la musique, des rires, des applaudissements lui étaient parvenus par intermittence, comme des messages codés à la radio. Elle avait cru comprendre que Jack discutait avec un certain Grady. Le nom lui était familier sans qu'elle pût le rattacher à un visage connu. Jack avait fait des déclarations tonitruantes, comme s'il voulait se faire entendre par-dessus le brouhaha d'une foule, et poser des questions suivies de silence, comme s'il écoutait les réponses. Une autre voix, amusée mais autoritaire, avait essayé de persuader quelqu'un de faire un discours. Les sons, les voix ne duraient jamais plus de 30 secondes, à 1 minute. Juste assez pour qu'elle se sente défaillir de terreur, avant que la voix de Jack ne reprenne. Cette voix impérieuse au débit légèrement pâteux qu'il avait lorsqu'il était ivre. Pourtant, il n'y avait rien à boire dans l'hôtel, rien que du vin de Xérès pour la cuisine. Il n'y avait pas autre chose, c'était sûr et certain.
Mais si elle pouvait, elle, s'imaginer qu'elle entendait des voix et de la musique, est-ce que Jack ne pouvait pas s'imaginer qu'il était ivre? Cette pensée lui était odieuse, insupportable. Arrivée dans le hall, Wendy regarda autour d'elle. Le cordon de velours qui barrait l'accès au dancing avait été détaché, et le poteau métallique auquel il devait s'accrocher avait été renversé, comme si quelqu'un, au passage, l'avait heurté. Par la porte ouverte, la douce lumière qui tombait des fenêtres hautes et étroites du dancing glissait jusqu'à la moquette du hall. Le cœur battant à la chamade, elle se dirigea vers la porte et jeta un regard à l'intérieur. Le dancing était désert et silencieux. Seul il flottait cette espèce d'écho imperceptible qui semble hanter toutes les grandes salles vides, qu'il s'agisse de la nef d'une cathédrale ou d'une salle de jeu communale. Elle regagna le bureau de la réception et, indécise, s'y arrêta un moment, écoutant le hurlement du vent. Que ferait-elle si à l'instant même il faisait irruption ici et se précipitait sur elle? S'il surgissait tout à coup comme un diable sur sa boîte, le regard fou, armé d'un couperet de boucher, derrière ce bureau en bois sombre avec ses piles de factures, en bois sombre avec ses piles de factures en triple exemplaire et sa petite clochette plaquée argent. Resterait-elle clouée sur place, paralysée par la terreur, ou trouvera-t-elle dans son instinct maternel la force de défendre son fils jusqu'à la mort, celle de Jack ou la sienne? Elle ne savait pas, et cette incertitude la rendait malade. Elle avait le sentiment que c'était parce que toute sa vie, elle s'était bercée d'illusions tranquillisantes, qu'elle se réveillait aujourd'hui en plein cauchemar. Elle était faible. Quand les difficultés s'étaient présentées, elle avait fermé les yeux sur le danger. Elle avait eu un passé sans histoire. Jamais elle n'avait été mise à l'épreuve, mais cette fois-ci, elle n'y couperait pas. Son fils l'attendait à l'étage. Elle serra plus fort encore le manche du couteau et se pencha par-dessus le bureau. Il n'y avait rien derrière. Elle poussa un long soupir de soulagement. Elle souleva la planche mobile qui fermait l'accès au bureau, se glissa à l'intérieur, s'arrêtant pour inspecter les lieux avant de s'engager plus avant. Elle se dirigea vers la porte de la cuisine, l'ouvrit et chercha à tâtons le tableau d'interrupteur, s'attendant à tout instant à sentir une main se refermer sur la sienne. Les tubes de néon se mirent à bourdonner, puis s'allumèrent, éclairant la cuisine de M. Halloran. Wendy avait le sentiment que c'était un endroit où Dany devait se sentir en sécurité. Elle se sentait elle-même réconfortée et protégée par la présence de Dick Halloran. Quand dans leur chambre, assise à côté de Dany, elle s'était rappelé que Dany avait appelé M. Halloran à l'aide, et ses démarches lui avaient paru dérisoires. Mais ici, dans cette cuisine, où M. Halloran avait travaillé, elle finissait par croire qu'il avait entendu l'appel, et qu'il viendrait, malgré la tempête, pour les sauver. Peut-être était-il déjà en route? Elle alla vers la réserve, tira le verrou, et pénétra à l'intérieur. Elle prit une boîte de soupe à la tomate, referma la porte, et remit le verrou. Cette porte était parfaitement étanche, et il suffisait de la verrouiller pour être sûr de ne jamais trouver des crottes de souris dans le riz, la farine ou le sucre. Elle ouvrit la boîte dont elle fit tomber le contenu gélatineux dans une casserole. Plouf! Alla prendre des œufs et du lait pour l'omelette dans le frigidaire, puis du fromage dans la chambre froide. Toutes ces actions familières qui avaient fait partie de sa vie avant qu'elle ne vînt à l'Overlook l'aidaient maintenant à retrouver son calme. Elle fit fondre le beurre dans la poêle, dilua la soupe avec du lait, puis versa les œufs battus dans la poêle. Tout à coup, elle crut sentir quelqu'un derrière elle, quelqu'un qui allait la saisir à la gorge. Elle se retourna, serrant son couteau dans sa main. Il n'y avait personne. Pas d'affolement, ma fille. Elle râpa du fromage dans un bol, l'ajouta à l'omelette, retourna celle-ci, puis baissa le feu, ne laissant qu'un anneau de flamme bleue. La soupe était chaude. Elle posa la casserole sur un grand plateau avec les couverts, 2 bols, 2 assiettes, la salière et la poivrière. Quand l'omelette eut un peu monté, elle la fit glisser dans une des assiettes et la couvrit. Maintenant, retourne par le même chemin, éteins les lumières de la cuisine. Traverse la réception, repasse la porte du bureau, et c'est gagné. Quand elle eut franchi la porte du bureau, elle s'arrêta et posa le plateau à côté de la petite clochette. Elle avait l'impression de se livrer à un jeu de cache-cache irréel.
C'était pourtant à la réalité qu'il fallait qu'elle s'accroche, si elle voulait s'en sortir. Dans l'obscurité du hall, elle s'abandonna à ses pensées. Cette fois-ci, ma fille, il ne faut pas fuir la réalité. Même dans ce monde où tout semble partir à la dérive, il y a un certain nombre de vérités premières qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est que, de nous trois, toi seul es une adulte, pleinement responsable. Tu as la charge d'un gosse de 5 ans et demi, et aussi celle de ton mari, qui est en train de perdre la raison. Que tu te sentes responsable de lui ou pas, il faut bien te dire une chose. Nous ne sommes que le 2 décembre, et si le garde forestier ne vient pas, tu peux rester coincé pendant encore 4 mois. En admettant même que l'on s'inquiète du silence de notre émetteur, ce n'est ni aujourd'hui, ni demain, ni même peut-être avant des semaines que nous aurons la visite de quelqu'un. As-tu l'intention de venir chaque jour chercher tes repas en cachette, couteau en poche, sautant à chaque ombre? Crois-tu pouvoir éviter Jack pendant 1 mois? Penses-tu pouvoir t'empêcher d'entrer dans l'appartement s'il en a envie? Il a le passe-partout, et d'un seul coup de pied, il fera sauter le verrou. Laissant le plateau sur le bureau, elle se dirigea lentement vers la salle à manger pour y jeter un coup d'œil. La pièce était déserte. Il y avait une table avec des chaises disposées tout autour, celle à laquelle ils avaient pris au début de leur repas, avant d'opter pour l'atmosphère moins oppressante de la cuisine. Jack, appela-t-elle timidement. Au même moment, le vent se leva et une bourrasque de neige vint cingler les volets. Mais il lui sembla avoir entendu aussi quelque chose d'autre, un gémissement étouffé. Jack? Rien ne vint rompre le silence cette fois. Mais par-dessous la porte à double battant du Colorado Bar, elle aperçut quelque chose qui luisait faiblement dans la pénombre. Le briquet de Jack. Faisant appel à tout son courage, elle s'avança vers la porte et l'ouvrit. Elle fut saisie par une puissante odeur de gin. Pourtant, les rayons étaient vides. Où diable avait-il trouvé? Était-ce une bouteille cachée au fond d'un placard? Mais où? Il y eut un autre gémissement, faible et confus, mais parfaitement audible cette fois-ci. Wendy s'approcha du bar. Jack? Pas de réponse. Elle se pencha par-dessus le comptoir et le découvrit, étendu de tout son long, ivre-mort. À en juger par l'odeur, il avait dû prendre une sacrée cuite. C'est sans doute en voulant passer par-dessus le comptoir qu'il avait perdu l'équilibre. Un miracle qu'il ne se soit pas cassé le cou. Un vieux proverbe lui revint à l'esprit. Dieu veille à ce que les ivrognes Dieu veille sur les ivrognes et sur les enfants. Amen. Pourtant, elle n'était pas fâchée contre lui. À le voir étendu à terre, elle se dit qu'il ressemblait à un petit garçon, complètement épuisé, qui aurait essayé d'en faire trop et qui se serait écroulé de fatigue au milieu du salon. Il s'était arrêté de boire, et ce n'était pas lui qui avait décidé de recommencer. Pour rester sobre, il avait refusé de faire entrer de l'alcool dans l'hôtel. Et pourtant, celui qu'il venait de boire provenait bien de quelque part. Mais d'où? Sur le comptoir du bar en fer à cheval, on avait disposé à intervalles réguliers des bouteilles de vin, gainées de paille, dont le goulot portait des bougies. Pour faire rustique, pensa-t-elle. Elle en prit une et la secoua, s'attendant presque à entendre des clapotis du gin à l'intérieur. Et du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. La bouteille était vide et elle la remit à sa place. Jack remuait maintenant. Elle contourna le bar, trouva l'entrée, et une fois à l'intérieur, s'approcha de lui. Au passage, elle avait cru remarquer une odeur de bière fraîche et humide, comme un fin brouillard suspendu dans l'air. Elle s'était arrêtée pour observer les éclatants robinets chromés de la bière à pression, mais ils étaient secs. Dès qu'elle fut près de lui, Jack se retourna, ouvrit les yeux et la regarda. Son regard, d'abord vitreux, s'éclaircit peu à peu. Wendy? Oui, dit-elle. Crois-tu pouvoir monter jusqu'en haut, si tu t'appuies sur moi? Jack, où est-ce que tu... Sa main se referma brutalement autour de sa cheville. Jack, qu'est-ce que tu... Je te tiens, s'écria-t-il avec un sourire. Il flottait autour de lui un relent de gin et d'olive qui la terrifiait bien plus que tous les mystères d'un vieil hôtel. Au fond, pensa-t-elle, le plus terrible c'était qu'on en revenait toujours au même point. L'affrontement entre Wendy Torrance et son mari ivre.
Jack, je voudrais t'aider. Tu parles. Toi et Danny, vous ne pensez qu'à m'aider. Il resserra sa prise sur sa cheville. Agrippé toujours à elle, il se redressa péniblement et se mit sur les genoux. Tu voulais m'aider à nous faire partir d'ici, mais maintenant je te tiens. Jack, tu me fais mal à la cheville. Je vais te faire mal ailleurs qu'à la cheville, espèce de garce. L'injure la laissa tellement pantoise que quand il lâcha sa cheville, elle ne songea pas à s'enfuir. Après une ou deux tentatives infructueuses, il réussit à se mettre debout devant elle. Chancelant sur ses jambes, il lui lança. Tu ne m'as jamais aimé. Tu veux que nous partions parce que tu sais que ça me détruira. As-tu jamais songé à mes responsabilités? Je parie tout ce que tu veux que non. Tu ne songes qu'à me traîner dans la boue. Tu es exactement comme ma mère, une salope. Tais-toi, dit-elle en pleurant. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es ivre. Je ne sais pas comment ça se fait, mais tu es ivre. Oh, je sais maintenant. Toi et lui, ce petit merdeux là-haut. Tous les deux, vous avez comploté ensemble, c'est pas vrai? Non, non, nous n'avons jamais rien comploté. Qu'est-ce que tu... Tu mens, hurla-t-il. Oh, je sais comment tu t'y prends. Je suis bien payé pour le savoir. Quand je dis nous allons rester ici et je vais faire mon travail, tu dis oui chérie et lui répète oui papa. Et puis vous vous mettez à comploter. Vous avez manigancé de partir sur le scooter. Mais je n'ai pas été dupe et j'ai déjoué vos calculs. Crois-tu vraiment que je n'y verrai pas clair? Me prenais-tu pour un imbécile? Elle le fixa, incapable de dire un mot. Il allait la tuer et ensuite il tuerait Danny. Alors l'hôtel serait peut-être satisfait et le laisserait se tuer lui-même. Comme le précédent gardien, comme Grady. Chancelant sous le choc de la révélation, elle comprit pourquoi il avait conversé avec Grady dans le dancing. Tu as tourné mon fils contre moi. C'est ça le pire. Il s'apitoyait sur lui-même et se donnait des airs tragiques. Mon petit. Maintenant il me hait, lui aussi. Tu as fait ce qu'il fallait pour ça. C'est ça ton but dès le début, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse, n'est-ce pas? Exactement comme ta mère. Tu ne pouvais pas te contenter de ta part de gâteau. Il te le fallait tout entier, c'est pas vrai? Interloquée, elle ne répondit pas. Eh bien, je vais te donner une leçon, dit-il, en essayant de la saisir à la gorge. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, mais il avançait toujours et finit par trébucher et tomber contre elle. Elle se souvint du couteau dans la poche de sa robe et le cherchait à tâtons quand il la ceintura de son bras gauche, coiffant son bras droit contre elle. Il sentait le gin et la sueur rance. Je vais te punir, grogna-t-il. Je vais te punir. Tu vas payer pour ce que tu as fait. De sa main droite, il la saisit à la gorge. Quand la respiration vint à lui manquer, la panique s'empara d'elle. Jack l'étranglait des deux mains maintenant. Elle avait sa main droite libre pour saisir le couteau, mais elle n'y songea pas. Elle essayait désespérément de lui faire lâcher prise, mais ses mains étaient moins grandes et moins fortes que celles de Jack. Maman, hurla la voix de Danny, venue d'on ne sait où. Papa, arrête, tu fais mal à maman. Il poussa un cri perçant, un cri aigu et cristallin que Wendy perçut faiblement. Des éclairs rouges dansaient devant ses yeux, et la pièce semblait s'assombrir. Elle vit son fils grimper. Soudain, une des mains qui l'étranglait la lâcha, et Jack, d'un revers du bras, envoya Danny contre les rayonnages vides, où l'enfant s'écrasa, puis assommé tomba par terre. La main était revenue à la gorge de Wendy. Les éclairs rouges étaient noirs maintenant. Elle entendit les pleurs étouffés de Danny, sa poitrine brûlait. Jack lui cria au visage. Je t'apprendrai, misérable salope. Je t'apprendrai à me respecter, je t'apprendrai. Mais les cris faiblissaient à son oreille, comme s'il se perdait au fond d'un corridor obscur, et ses forces l'abandonnaient. Une de ses mains lâcha prise et s'abaissa lentement, toute flasque, au bout du poignet, comme celle d'une noyée. C'est alors que cette main frôla l'une des bouteilles gainées de paille qui servaient de porte-bougie. Rassemblant ce qui lui restait de force, elle tâtonna à l'aveuglette, cherchant le goulot qu'elle finit par trouver, et qu'elle serra, écrasant des gouttes de cire grasses. Oh mon Dieu, si jamais elle glisse. Elle leva la bouteille, puis l'abattit, en priant pour que le coup frappât juste. Elle savait que si elle ne le touchait qu'à l'épaule ou au bras, elle était perdue. Mais la bouteille frappa si fort le crâne de Jack Torrance qu'elle se fracassa à l'intérieur de sa gaine de paille
et le coup résonna comme un medicine ball, s'écrasant sur un parquet de chêne. Jack partit en arrière, les yeux révulsés dans leur orbite. L'étau de ses mains se desserra, puis il lâcha prise, complètement. Essayant de conserver son équilibre, il battit l'air de ses bras, puis s'écroula à la renverse. Wendy aspira profondément, par saccade. Elle avait failli tomber, elle aussi, mais, s'accrochant au bord du comptoir, elle réussit à se maintenir debout. Dans sa demi-conscience, elle pouvait entendre pleurer Danny, mais elle ne savait pas où il était. Ses sanglots semblaient répercuter comme dans une chambre acoustique. Elle aperçut vaguement des gouttes de sang, grosses comme des pièces de 10 cents, qui tombaient sur la surface sombre du comptoir. Je dois saigner, pensa-t-elle. Elle se racla la gorge et cracha par terre. Les chairs meurtries s'embrasèrent aussitôt d'une douleur atroce qui s'atténua par la suite et se stabilisa à la limite du supportable. Peu à peu, elle reprit ses esprits. Lâchant le bord du comptoir, elle se retourna et vit Jack, étendu par terre, et à côté de lui, la bouteille cassée. Il ressemblait à un géant terrassé. Danny, accroupi sous la caisse du bar, s'était fourré les 2 mains dans la bouche et regardait fixement son père inconscient. Wendy s'approcha de lui d'un pas hésitant et lui toucha l'épaule. À ce contact, Danny eut un mouvement de recul. « Danny, écoute-moi. »« Non, non, marmonna-t-il, d'une voix éraillée de vieillard. « Papa t'a fait mal. Tu as fait mal à papa. Je veux dormir. Danny veut dormir. »« Danny. Dodo, dodo, bonne nuit. »« Non !» cria-t-elle, grimaçant de douleur. Danny ouvrit ses yeux ombrés de cernes bleutées et fixa sur elle un regard méfiant. Elle s'efforça de lui parler calmement, tout en le regardant droit dans les yeux. Elle parlait si bas qu'elle était à peine audible. Parler lui faisait mal. « Écoute-moi, Danny. Ce n'était pas ton papa qui a essayé de me faire mal. Et je n'ai pas voulu le blesser. Mais il est possédé par l'hôtel. C'est l'hôtel qui le fait agir. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis ?» Une lueur de compréhension éclaircit peu à peu le regard de Danny. « Papa a fait le vilain, chuchota-t-il. Mais comment est-ce arrivé? Il n'y a rien à boire ici. C'est l'hôtel qui l'a fait boire. Prise d'une quinte de toux, elle dut s'arrêter pour cracher du sang. Sa gorge enflée lui paraissait avoir doublé de volume. C'est l'hôtel qui l'a fait boire. Est-ce que tu l'as entendu discuter avec des gens ce matin? Oui, les gens de l'hôtel. Moi aussi, je l'ai entendu. Ce qui veut dire que l'hôtel mobilise toutes ses forces. Il veut nous détruire tous les 3. Mais j'espère que ton père se prêtera à leurs machinations diaboliques. Il n'y a que lui que l'hôtel peut atteindre. Est-ce que tu me comprends, Danny? Il faut absolument que tu me comprennes. L'hôtel a attrapé papa. Il regarda Jack et laissa échapper un gémissement de chagrin impuissant. Je sais que tu aimes ton papa. Moi aussi, je l'aime. Mais nous ne devons pas oublier que l'hôtel se sert de lui contre nous. Et elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Mieux. Elle n'était pas loin de croire que c'était Danny qu'il visait principalement. Que c'était Danny, avec son don, qui était à l'origine de tout. Que c'était son énergie mystérieuse qui avait fourni à l'hôtel les moyens de sortir de l'ombre. Un peu comme une batterie alimente le circuit électrique d'une voiture et lui permet de se mettre en marche. Si il réussissait à s'évader un jour de l'Overlook, il était fort possible que l'hôtel retombât dans sa demi-conscience d'antan, et que son pouvoir se limitât dès lors à monter des scènes de grands guignols à l'intention de ceux des clients qui étaient psychiquement les plus respectifs. Sans Danny, l'hôtel redeviendrait aussi inoffensif que la maison hantée d'un parc d'attractions. De temps en temps, on entendrait des bruits bizarres, des coups retentissants et des flonflons fantomatiques d'un bal masqué, où on verrait quelque chose d'inexplicable, sans plus. Mais si l'hôtel absorbait Danny et son pouvoir, son flux vital, on pouvait appeler ça comme on voulait, alors de quoi ne serait-il pas capable? Je voudrais que papa guérisse, dit Danny, et il recommença à pleurer. Moi aussi, dit-elle, serrant très fort Danny dans ses bras. C'est pour ça, mon chéri, qu'il faut que tu m'aides à le mettre en sécurité quelque part, où l'hôtel ne pourra pas l'atteindre, et où il ne pourra pas se faire de mal à lui-même. Ensuite, si ton ami dit qu'Aloran arrive, ou un garde forestier, nous pourrons l'emmener. Je crois qu'il pourra guérir et que nous finirons par nous en remettre. Je pense que c'est toujours possible.
à condition de nous montrer forts et courageux, comme tu l'as été, quand tu t'es jeté sur son dos. Est-ce que tu comprends ?» Elle le regardait d'un regard suppliant. Jamais il n'avait autant ressemblé à Jack. Oui, dit-il en hochant la tête. Je pense que si nous arrivons à partir, tout peut revenir comme avant. Où pourrions-nous le mettre? Dans la réserve. Il y a de la nourriture à l'intérieur et un bon verrou solide à l'extérieur. Il y fait chaud. Quant à nous, nous pourrons terminer ce qui reste dans le frigidaire et dans le congélateur. Il y aura largement assez pour nous trois, en attendant qu'on vienne nous délivrer. On le fait maintenant? Oui, tout de suite, avant qu'il ne se réveille. Dany souleva la planche mobile qui donnait accès au bar, tandis qu'elle pliait les mains de Jack sur sa poitrine et écoutait pendant un instant sa respiration, qui était lente et régulière. À en juger par l'odeur, il avait dû boire énormément, et il n'en avait plus l'habitude. À son avis, c'était autant l'alcool que le coup sur la tête qui l'avait mis KO. Le prenant par les pieds, elle commença à le tirer sur le plancher. Ça faisait 7 ans qu'elle était sa femme. Il s'était étendu sur elle des millions de fois, mais jamais il ne s'était rendu compte qu'il pesait si lourd. Bien que son souffle sifflât douloureusement dans sa gorge meurtrie, elle se sentait elle se sentit mieux que depuis bien des jours. Elle était toujours en vie, et c'était appréciable quand on venait de frôler la mort de si près. Jack aussi était vivant. C'était par pure chance, plutôt que par calcul, qu'ils avaient trouvé ce qui était peut-être pour eux la voie du salut. Les pieds de Jack coincés contre ses hanches, elle s'arrêta un instant pour reprendre haleine. Elle se dit qu'elle ressemblait au vieux capitaine de l'île au trésor, qui, après que le vieil aveugle, Pew, lui a communiqué la peste, s'écrie « On les aura !» Mais quand elle se rappela que, quelques secondes plus tard, le vieux marin tombe raide mort, elle éprouva un certain malaise. « Est-ce que ça va, maman? Il n'est pas trop lourd ?»« J'y arriverai. » Elle se remit à le tirer. Une des mains de Jack avait glissé de sa poitrine, et Dany, qui se trouvait à côté, la remit en place doucement, tendrement. « Tu en es sûre, maman? »« Oui, c'est la meilleure solution, Dany. C'est comme si nous le mettions en prison. Mais pas pour longtemps. »« Alors, c'est d'accord. Tu es sûre d'y arriver? » ?»« Oui. » Mais il s'en fallut de peu qu'elle n'y arriva pas. Quand il passait le seuil des portes, Dany soulevait la tête de son père. Mais au moment de pénétrer dans la cuisine, quand il voulut prendre la tête de Jack dans ses mains, elles glissèrent sur ses cheveux gras, et Jack, dont la tête heurta le carrelage, se mit à gémir et à remuer. « Il faut faire de la fumée, marmonna-t-il. Cours me chercher le bidon d'essence. » Wendy et Dany échangèrent un regard anxieux. « Aide-moi, dit-elle à voix basse. » Dany resta un moment sans pouvoir bouger. Puis, d'un air décidé, il alla rejoindre sa mère, et tirant tous les deux sur la jambe gauche, ils réussirent à traîner Jack à travers la cuisine. L'action semblait se dérouler au ralenti, comme dans certains cauchemars. On n'entendait que le bourdonnement d'insectes du néon et le bruit de leur respiration haletante. Quand ils arrivèrent à la porte de la réserve, Wendy posa les pieds de Jack par terre et se retourna pour tirer le verrou. Dany regarda Jack qui gisait à ses pieds, l'air de nouveau tranquille et détendu. En le tirant, ils avaient fait sortir de son pantalon le pan de sa chemise. Dany se demanda si son papa était trop ivre pour sentir le froid. Ça ne lui paraissait pas bien de l'enfermer dans la réserve comme une bête sauvage, mais Dany avait vu ce que papa avait essayé de faire à maman. Avant même de descendre, il avait su que papa allait le faire. Il les avait entendus se disputer dans sa tête. Si seulement nous pouvions partir d'ici. Si seulement ce n'était qu'un rêve, et que nous soyons toujours à Stovington. Si seulement. Le verrou était coincé. Wendy tira sur lui de toutes ses forces, mais il ne bougea pas. Elle ne pouvait pas ouvrir ce maudit verrou. C'était si stupide, si injuste. Elle l'avait ouvert sans difficulté quand elle était venue chercher la boîte de soupe. Mais maintenant, il refusait de bouger. Que faire? On ne pouvait pas mettre Jack dans la chambre froide. Il mourrait de froid ou d'asphyxie. Mais s'il le laissait dehors et qu'il se réveilla... Par terre, Jack se mit à remuer de nouveau. « Je vais m'en occuper, marmonna-t-il. J'ai compris. »« Il se réveille, maman !» cria Dany. Sanglotante, elle tira à deux mains sur le verrou. « Dany ?» La voix de Jack, encore brouillée, exprimait une menace sourde. « C'est toi, prof ?»« Il faut dormir, papa, » dit Dany nerveusement. « Il est l'heure de se coucher, tu sais. » Il regarda sa mère qui s'acharnait toujours sur le verrou et vit immédiatement pourquoi celui-ci restait bloqué.
Elle avait oublié de le faire pivoter avant de le tirer, et le tenon était pris dans l'encoche. Regarde, dit-il, écartant ses mains tremblantes. Les siennes tremblaient presque autant. D'un coup de paume, il libéra le tenon, et le verrou glissa sans peine. Vite, dit-il, voyant que Jack avait ouvert les yeux. Il le regardait d'un air étrangement calme et songeur. Tu as triché, lui dit papa. Je sais que tu as triché, et je le prouverai, je te le garantis. Je le prouverai. Puis, ses paroles s'embrouillèrent de nouveau. Sans remarquer l'odeur piquante de fruits secs qui se dégageait de la réserve, Wendy poussa la porte du genou, puis, haletante et épuisée, souleva une nouvelle fois les pieds de Jack et le traîna à l'intérieur. Au moment où elle tira sur la chaînette qui actionnait le plafonnier, les yeux de Jack s'ouvrirent de nouveau. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Wendy, qu'est-ce que vous faites ?» Elle l'enjamba. Elle fut rapide comme l'éclair. Sa main partit aussitôt, et elle dut faire un pas de côté pour éviter de se faire prendre. Mais il avait réussi à agripper un pan de sa robe de chambre, qui se déchira avec un bruit mat. Il se mit aussitôt à quatre pattes. Avec ses cheveux dans les yeux, il ressemblait à un gros animal, un chien ou un lion. Que le diable vous emporte tous les deux. Je sais ce que vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Cet hôtel est à moi. C'est moi qu'ils veulent, moi. La porte, Danny, hurla-t-elle. Ferme la porte. Danny poussa la lourde porte de bois au moment où Jack prenait son élan, et il alla s'écraser contre elle. De ses petites mains, Danny essaya de saisir le verrou. Wendy était trop loin pour l'aider. Dans les 2 secondes qui allaient suivre, le sort de Jack serait décidé. Libre ou prisonnier. Danny manqua le verrou une première fois, puis réussit à l'attraper et le poussa, à l'instant où la poignée se mit à s'agiter furieusement. Enfin, Jack lâcha la poignée et essaya d'enfoncer la porte à coups d'épaule. Chaque assaut l'ébranla, mais le verrou en acier trempé tint bon. Wendy poussa un soupir de soulagement. « Laissez-moi sortir d'ici !» criait Jack. « Laissez-moi sortir ! Danny, c'est ton père qui te parle, nom d'un chien. Je veux sortir. Fais ce que je te dis. » Danny leva machinalement la main, prêt à exécuter l'ordre. Mais Wendy la saisit et la pressa contre sa poitrine. « Obéis à ton papa, Danny. Fais ce que je te dis. Fais-le, ou je te donnerai une raclée dont tu te souviendras toute ta vie. Ouvre cette porte ou je te fracasse le crâne. » Blanc comme un linge, Danny se tourna vers sa mère. À travers les 2 centimètres de chêne massif, il pouvait entendre la respiration rauque de Jack. « Wendy, laisse-moi sortir tout de suite. Misérable salope, ouvre-moi. Je ne plaisante pas. Laisse-moi sortir, connasse. Si tu ne me laisses sortir, je ne te ferai rien. Mais si tu n'ouvres pas, je t'assure que je t'arrangerai si bien le portrait que ta propre mère ne te reconnaîtra plus. Ouvre-moi cette porte. » Wendy se mit à gémir, et Wendy comprit que, s'il restait là, il allait s'évanouir. « Allons-nous-en, prof, dit-elle, étonnée de s'entendre parler avec autant de calme et d'assurance. « N'oublie pas que ce n'est pas ton papa qui parle, c'est la voix de l'hôtel. »« Revenez ici. Laissez-moi sortir immédiatement !» hurla Jack, et il se mit à griffer la porte, à l'attaquer avec ses ongles. « C'est l'hôtel, » répéta Danny, « c'est l'hôtel. Je ne l'oublierai pas. » Mais en s'éloignant, il ne put s'empêcher de jeter en arrière un regard horrifié. Fin du chapitre. J'en profite pour boire un petit coup. On est reparti. Chapitre 47. Danny. Il était 3 heures de l'après-midi d'une longue journée. Ils étaient assis dans leur appartement sur le grand lit. Danny tournait et retournait dans ses mains la folle Volkswagen violette, avec son monstre qui passait la tête par le toit ouvrant. En traversant le hall, ils avaient entendu papa cogner contre la porte et les injurier. D'un ton irascible de roi déchu, il leur promettait un juste châtiment, et leur prédisait qu'un jour, ils regretteraient amèrement d'avoir trahi celui qui avait trimé si dur pour eux depuis tant d'années. Danny avait cru que d'en haut, il ne pourrait plus entendre. Mais les échos de sa rage leur parvenaient par le conduit du mont plat. Le visage de maman était tout pâle, et il y avait d'affreuses marques brunes sur son cou, là où papa avait essayé de... Il tournait et retournait dans ses mains le modèle réduit,
Un cadeau de papa pour le récompenser de ses progrès en lecture. Ou papa l'avait serré trop fort. Maman mit un de ses disques sur le petit électrophone, une musique de trompette et de flûte tout éraillée. Elle lui sourit d'un air las, et il essaya de lui rendre son sourire sans y parvenir. Bien que le volume soit au maximum, il lui semblait toujours entendre les cris que de papa secouant la porte de la réserve comme un fauve en cage. Et si papa avait besoin d'aller au cabinet, alors que ferait-il? Danny se mit à pleurer. Wendy baissa le volume de l'électrophone et prit Danny sur ses genoux pour le bercer. Danny, mon chéri, ne pleure pas, tout va s'arranger, tu verras. Si monsieur Aloran n'a pas reçu ton message, quelqu'un d'autre le recevra. Et dès que la tempête s'arrêtera, on reviendra nous délivrer. De toute façon, personne, ni monsieur Aloran, ni qui que ce soit d'autre, ne peut venir tant que la tempête continue. Mais dès qu'elle s'arrêtera, nous pourrons partir. Et tu sais ce que nous ferons au printemps tous les trois? Danny secoua la tête contre sa poitrine. Non, il ne le savait pas. Il n'arrivait pas à croire que le printemps viendrait un jour. Nous irons à la pêche. Nous louerons un bateau et nous irons à la pêche, comme nous l'avons fait l'an dernier, au lac Chatterton. Toi, moi et papa. Tu nous prendras peut-être un bar pour le souper. Mais même si nous ne prenons rien, nous nous amuserons bien, si c'est sûr. Je t'aime, maman, dit-il, la serrant dans ses bras. Oh, Danny, moi aussi, je t'aime. Dehors, le vent hurlait. Vers 4h30, au moment où le jour commençait à baisser, les cris cessèrent. Ils avaient eu un sommeil agité, et Wendy, qui tenait toujours Danny dans ses bras, continua de dormir. Mais le silence, encore plus inquiétant que les cris, réveilla Danny. Est-ce que papa s'était rendormi? Était-il mort? Que se passait-il? Avait-il réussi à se libérer? Un quart d'heure plus tard, un bruit dur et métallique vint rompre le silence. Puis Danny entendit un grincement, suivi d'un vrombissement de moteur. Wendy se réveilla en poussant un cri. L'ascenseur s'était de nouveau mis en marche. Serrés l'un contre l'autre, ils ouvraient de grands yeux et écoutaient l'ascenseur monter et s'arrêter à chaque étage. Aux arrêts, les grilles en accordéon s'ouvraient avec un bruit de ferraille, puis la porte battante du palier claquait. Ils entendaient aussi un brouhaha où se mêlaient rires, cris avinés, hurlements et bruits de casse. L'Overlook s'éveillait. Chapitre 48. Jack. Assis par terre dans la réserve, il gardait les yeux rivés sur la porte. Il avait calé une boîte de crackers entre ses jambes, étendues, et les mangeait l'une après l'autre sans prêter attention à ce qu'il avalait, simplement parce qu'il fallait bien se nourrir. Quand il sortirait de là, il aurait besoin de ses forces, de toutes ses forces. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi malheureux qu'à cet instant. Corps et esprit ne faisaient qu'une seule et même souffrance. Il avait le même mal de tête lancinant. Il éprouvait le même écœurement qu'autrefois, au lendemain d'une beuverie. Tous les autres symptômes étaient présents aussi. La bouche pâteuse, le bourdonnement aux oreilles et le cœur qui cogne fort, comme un tambour indien. De plus, à force de se précipiter contre la porte, il s'était meurtri les épaules et ses cris lui avaient laissé la gorge en feu. Pour comble de malheur, il s'était aussi coupé la main droite sur le verrou. Il y avait des coups de pied au cul qui se perdaient, et quand il serait sorti, il se promettait de botter les fesses à certains. Malgré sa nausée, il continua de grignoter les crackers et faisait violence à son propre estomac, prêt à tout régurgiter, les avala les uns après les autres. Il pensa au comprimé d'Exedrin dans sa poche, mais trouva plus prudent d'attendre de ne plus avoir mal au cœur. Ça ne servirait à rien d'avaler un analgésique s'il le vomissait aussitôt. Il fallait se servir de son cerveau. Le cerveau du célèbre Jack Torrance. C'était bien lui le type qui voulait vivre de sa matière grise. Jack Torrance, l'auteur de best-sellers, le célèbre dramaturge, lauréat du prix de New York Critics Circle. Jack Torrance, l'homme de lettres, le penseur respecté qui, à l'âge de 70 ans, a remporté le Pulitzer avec un ouvrage de mémoire percutant intitulé Le XXe siècle et moi. Tout ça parce qu'il avait su vivre de sa matière grise. Et quand on a un peu de matière grise, on sait d'où viennent les guêpes. Il mit un autre cracker dans sa bouche et le grignota. Ce qu'il leur reprochait au fond,
c'était de ne pas lui faire assez confiance. Il ne voulait pas croire qu'il savait ce qu'il fallait et comment l'obtenir. Sa femme avait essayé de miner son autorité d'abord par les moyens fair-play, enfin, assez fair-play, puis en trichant. Comme ses petites insinuations et ses objections géniardes n'arrivaient pas à prévaloir contre ses propres arguments bien raisonnés, elle avait dressé son fils contre puis avait essayé de le tuer avec une bouteille, et pour finir, elle l'avait enfermé. Devinez où? Dans cette maudite réserve. Pourtant, une petite voix intérieure n'arrêtait pas de le harceler, lui posant sans cesse la même question. Oui, mais d'où venait l'alcool? N'est-ce pas là la question cruciale? Tu sais ce qui t'arrive quand tu te mets à boire, et tu es bien payé pour le savoir. Quand tu bois, tu perds la tête. Il jeta le carton de crackers à l'autre bout du petit réduit, où il heurta une boîte de conserve et la fit dégringoler. Il regarda la boîte, s'essuya les lèvres de sa main, puis consulta sa montre. Il était presque 6h30. Il était là depuis des heures. Sa femme l'avait enfermé et ça faisait des heures qu'il était prisonnier. Il commençait à comprendre son père. La question qu'il ne s'était jamais posée, c'était ce qui avait poussé son père à boire. Car si on allait au fond des choses, selon l'expression si chère à ses anciens élèves, ne trouverait-on pas que c'était sa femme qui était à l'origine de tout? Elle avait toujours été une chiffe molle, promenant sans cesse, sans- promenant sans cesse à la maison une mine de martyr. Avait-elle été un boulet au pied de son père? Non, pas vraiment. Elle n'aurait jamais essayé d'emprisonner son père comme Wendy venait de faire avec lui. Non. Le sort du père de Jack avait dû ressembler à celui de McTeague, le dentiste, à la fin du grand roman de Frank Norris. Il s'était retrouvé au milieu d'un désert, enchaîné par des menottes à un cadavre. Oui, c'était bien ça. Par les liens du mariage, il s'était enchaîné à une femme qui, intellectuellement et spirituellement, était un cadavre. Il avait bien essayé de faire tout ce qu'on attendait de lui, tout en traînant derrière lui ce cadavre. Il avait essayé d'apprendre à ses 4 enfants à distinguer le bien du mal, à comprendre la discipline, et par-dessus tout à respecter leur père. Eh bien, ils avaient tous été des ingrats. Même lui. Et maintenant, il payait le prix pour n'avoir pas compris plus tôt. Son propre fils était lui aussi un ingrat. Mais il n'avait pas perdu espoir. Il arriverait à sortir de ce réduit, coûte que coûte, et il les châtierait tous les deux. Il les châtierait sévèrement. Il donnerait une bonne leçon à Danny pour que plus tard, quand il serait grand, il soit mieux armé dans la vie que lui, Jack ne l'avait été. Il se rappela la scène du déjeuner, de ce dimanche, quand son père avait battu sa mère à coups de canne, et à quel point cette scène les avait horrifiés, lui et ses frères et sœurs. Mais maintenant, il comprenait que cette bastonnade avait été nécessaire, et que son père avait faim d'être ivre, pour mieux surprendre sa femme en flagrant délit d'irrespect. À 4 pattes, Jack alla ramasser la boîte de crackers, et assis à côté de la porte que Wendy avait si traîtreusement verrouillée, il se remit à grignoter. Il se demandait quelle avait pu être l'offense de sa mère, et comment elle avait pu se laisser prendre au manège de son père. S'était-elle moquée de lui en se cachant derrière sa main? Lui avait-elle tiré la langue? Avait-elle fait un geste obscène à son attention? Ou l'avait-elle tout simplement regardé d'un air insolent, persuadé qu'il était trop abruti par la boisson pour s'en apercevoir? Quoi qu'il en soit, il l'avait surprise en train de lui manquer de respect, et il l'avait sévèrement châtiée. Maintenant, 20 ans plus tard, il pouvait enfin apprécier la sagesse de son père. Bien sûr, on pouvait estimer que le vieux Torrens avait été idiot d'épouser une femme pareille, qui, non seulement manquait de personnalité, mais qui par-dessus le marché le traitait avec désinvolture. Mais quand les jeunes se marient à la hâte, ils ont toute la vie pour s'en repentir. D'ailleurs, il n'était pas impossible que le père de son père ait eu lui aussi une épouse de ce genre, de telle sorte que la tradition des épouses chiffres-molles se soit transmise de père en fils. Mais sa femme à lui avait dépassé les bornes. Non contente d'avoir détruit sa première carrière et compromis la seconde, elle s'acharnait actuellement à lui ôter sa dernière et meilleure chance. Devenir un membre du staff de l'Overlook, monter en grade et, qui sait, devenir peut-être un jour directeur. Elle s'acharnait à lui refuser Danny alors que Danny était son billet d'admission. C'était aberrant. D'accord?
Pourquoi vouloir le fils quand il pouvait avoir le père? Mais les employeurs ont souvent des idées saugrenues, et c'était la condition qu'on lui avait posée. Il ne pourrait certainement pas la raisonner. C'était hors de question à présent. Il avait essayé de le faire dans le Colorado Bar, mais elle avait refusé de l'écouter, et l'avait récompensé du mal qu'il s'était donné en l'assommant d'un coup de bouteille. Mais il aurait sa revanche. Il allait bientôt sortir d'ici. Tout à coup, il retint son souffle et tendit l'oreille. Quelque part, un piano jouait du boogie-woogie. Les gens riaient et battaient des mains en cadence. Il entendait clairement malgré la porte en bois massif. Il reconnut même le refrain. On va faire la bombe ce soir. Il serra les poings de rage impuissante. Il fallait qu'il se retienne pour ne pas se jeter de nouveau sur la porte. La porte avait repris, l'alcool coulait à flot et la fille ensorceleuse, toute nue sous sa robe de satin blanc qu'il avait tenue dans ses bras, dansait avec quelqu'un d'autre. « Vous me le payerez !» hurla-t-il. « Vous me le payerez tous les deux, vous me le payerez ! Il vous en cuira, je vous le jure, vous !»« Allons, allons, mon vieux !» répondit une voix douce de l'autre côté de la porte. « Vous n'avez pas besoin de crier, je vous entends très bien. » Brusquement, Jack se mit debout. « Grady, est-ce vous ?»« Oui, monsieur, c'est bien moi. Il me semble que l'on vous a enfermé. »« Faites-moi sortir, Grady, vite !»« Je vois que vous n'avez pas encore réglé l'affaire dont nous avons parlé, monsieur. Je veux dire, la punition de votre femme et de votre fils. »« C'est eux qui m'ont enfermé. Tirez le verrou pour l'amour du ciel. » »« Vous vous êtes laissé enfermer par eux. » La voix de Grady exprima un étonnement de bon ton. « Par exemple, une femme 2 fois plus petite que vous et un enfant de 5 ans? Ce n'est pas en vous laissant faire comme ça que vous nous ferez croire que vous avez l'étoffe d'un manager. » Sur sa tempe droite, un lacis de petites veines se mit à palpiter. « Faites-moi sortir d'ici, Grady. Je leur ferai leur affaire. »« Est-ce bien certain, monsieur ? Je me le demande. » L'étonnement, de bon ton, céda à un regret distingué. « Je suis désolé de devoir vous dire que j'en doute. Je finis par croire, et les autres avec moi, que quoi que vous en disiez, votre cœur n'y est pas. Nous nous demandons si vous avez assez de cran. »« Je le ferai !» cria Jack. « Je le ferai, je le jure. »« Vous nous amènerez votre fils. »« Oui, oui. Votre femme va s'y opposer de toutes ses forces, monsieur Torrens. Et elle semble être plus forte que nous le pensions. Elle a de la ressource. En tout cas, avec vous, elle a eu le dessus. » Grady eut un petit rire de tête. « C'est peut-être avec elle que nous aurions dû traiter, monsieur Torrens, et dès le début. »« Je vous l'amènerai, je vous le jure, » dit Jack. Il avait collé son visage contre la porte. Il commença à transpirer. « Elle ne s'y opposera pas. Je vous promets qu'elle ne s'y opposera pas, elle ne le pourra pas. »« Il vous faudra la tuer, je le crains, » dit Grady froidement. « Je ferai tout ce qu'il faudra, mais faites-moi sortir. »« Vous me donnez votre parole là-dessus, monsieur, » insista Grady. « Ma parole, ma promesse, mon serment, tout ce que vous voulez, mais... » Le verrou fut tiré avec un bruit sec, et la porte s'entrebâilla d'1 centimètre. Jack se tut et retint son souffle. Il lui semblait que la mort elle-même se trouvait de l'autre côté de la porte. Son angoisse finit par se calmer, il chuchota. « Merci, Grady. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Je vous le jure. » Aucune voix ne se fit plus entendre. Seul le vent hurlait au dehors. Il poussa la porte de la réserve qui s'ouvrit en grinçant légèrement. La cuisine était déserte. Grady avait disparu. Sous la lumière crue et froide des tubes de néon, tout paraissait figé, gelé. Son regard fut attiré vers l'énorme planche à hacher où ils avaient l'habitude de prendre leur repas tous les trois. Sur la planche, il vit un verre à cocktail, une bouteille de gin et une assiette de plastique pleine d'olives. Un des maillets de rauque de la remise à outils était appuyé contre la planche. Pendant un long moment, il ne put en détacher son regard. Puis une voix beaucoup plus grave et plus puissante que celle de Grady, venue d'il ne le savait où, peut-être du fond de lui-même, lui adressa la parole. « Il faut tenir votre promesse, monsieur Torrens. »« Je la tiendrai, dit-il. » Il fut frappé par la servilité obséquieuse de sa propre voix, mais il n'arrivait plus à parler normalement. « Je la tiendrai. » Il alla vers la planche à hacher et saisit le manche du maillet. Il le souleva et le fit tournoyer. Le maillet faucha l'air avec un sifflement menaçant. Jack se mit à sourire.
Chapitre 49. Halloran en route. Il se trouvait, d'après les panneaux indicateurs enneigés et le compteur de la Buick, à moins de 4 kilomètres d'East-Park, quand il put enfin quitter l'autoroute. Jamais il n'avait vu de tempête de neige aussi violente. Il est vrai qu'il n'en avait pas eu beaucoup, ayant toujours fui la neige dans toute la mesure du possible. Ni bourrasque aussi capricieuse, soufflant tantôt à l'ouest, tantôt du nord, brouillant son champ de vision dans des nuages de neige poudreuse, et lui rappelant si besoin en était, que manquer son virage, c'était faire avec son Electra une culbute d'une centaine de mètres. Plus que par la mauvaise visibilité, il était handicapé par son manque d'expérience de la conduite sur route enneigée. Il s'affolait de voir la ligne blanche disparaître sous des bourrasques de neige, ou de sentir la lourde Buick frappée de plein fouet par les puissantes rafales de vent qui déboulaient des vallons latéraux, dérapaient et se retrouvaient en travers de la route. Les panneaux de signalisation étaient presque entièrement recouverts, si bien qu'il avait l'impression de s'enfoncer dans la blancheur d'un gigantesque écran de cinéma, sans jamais savoir s'il allait falloir tourner à droite ou à gauche. Tout cela lui faisait terriblement peur. Dès qu'il avait commencé à grimper les collines à l'ouest de Boulder et de Lyons, il avait eu des sueurs froides. Il maniait pourtant l'accélérateur et le frein avec autant de précaution que s'il s'agissait de Vasming. Entre deux chansons à la radio, le présentateur n'arrêtait pas de recommander aux automobilistes d'éviter les grands axes, et surtout les routes de montagne dont beaucoup étaient bloquées, et toutes les autres dangereuses. On avait signalé de nombreux accidents, dont 2 graves survenus respectivement à une bande de skieurs dans un minibus Volkswagen et à une famille qui se dirigeait vers Albuquerque en passant par les montagnes de cristaux. Le bilan pour les 2 accidents était de 4 morts et 5 blessés. Alors ne prenez pas la route, restez avec nous à écouter la bonne musique de KTLK, lança le présentateur sur un ton enjoué. Et pour mettre un comble au malheur de Halloran, il fit passer Vadrouille au soleil. On s'est bien amusé, on a bien rigolé avec les pompes, avec les pom-poms, avec les pom-poms. Terry Jacks débitait gaiement ses âneries, et Halloran coupa rageusement la radio, tout en sachant bien qu'il la remettrait dans 5 minutes. Si stupides que fussent ses émotions, tout valait mieux que de se sentir seul au milieu de ce cauchemar de blancheur. Avoue-le, tu es vert de trouille, ce qui, chez un noir, tient du prodige. Ce n'était même pas drôle. Il aurait rebroussé chemin avant même d'avoir atteint Boulder, s'il n'avait pas eu la conviction chevillée au corps que l'enfant était en danger. Encore maintenant, une petite voix dans sa tête, la voix de la raison, pensait-il, plutôt que de la lâcheté, lui conseillait de passer la nuit dans un motel à Ice Park, et d'y attendre que le chasse-neige ait pu dégager la ligne blanche. Il se rappelait l'atterrissage dangereux d'à Stapleton, et le frisson de terreur qu'il avait ressenti au moment où il avait cru qu'ils allaient s'écraser, et terminer leur voyage non pas devant la porte de sortie 39, mais devant les portes de l'enfer. Mais la raison luttait en vain contre la conviction qu'il fallait à tout prix arriver aujourd'hui même. La tempête de neige était un coup de malchance, mais il ne devait pas se laisser décourager pour autant. S'il renonçait, il se sentirait toujours coupable de ce qui risquait d'arriver, et ce serait pire. Une nouvelle bourrasque de vent bouscula la voiture, venant du nord-est cette fois. Très Nouvelle-Angleterre, s'il vous plaît, effaçant les silhouettes vagues des collines et même les bas-côtés de la route. Il avançait dans un vide blanc. Le brouillard fut brusquement troué par les phares à iode d'un chasse-neige, et Halloran s'aperçut avec horreur que la Buick piquait tout droit vers les 2 faisceaux de lumière. Le chasse-neige, visiblement, ne se souciait guère de rester sur son côté de la route, mais la Buick, elle aussi, sans qu'Halloran s'en aperçût, s'était déportée vers le milieu de la chaussée. Par-dessus les hurlements du vent, il peut entendre le grondement du diesel du chasse-neige, puis l'appel perçant, prolongé, presque assourdissant de son avertisseur. Il eut l'impression que ses testicules se transformaient en 2 petites bourses ridées, pleines de glace pilée, et ses tripes en gélatine. Une masse orange, brouillée par la neige, commença à émerger. Il apercevait maintenant la haute cabine et même la silhouette du conducteur qui gesticulait derrière l'essuie-glace géant. Il pouvait voir l'étrave déverser la neige sur l'accotement gauche de la route, comme un pot d'échappement crachant une fumée blanche. « Ouah !» rugit l'avertisseur avec indignation.
Aloran pressa l'accélérateur avec la même ardeur que s'il s'était agi du sein d'une femme bien aimée, et la Buick partit en dérapant vers la droite. De ce côté, il n'y avait pas d'accotement, et le chasse-neige rejetait directement la neige dans le vide. Persuadé que la collision était imminente, Aloran fit une prière muette à l'enfant, le suppliant de lui pardonner. Les énormes lames du chasse-neige, qui dépassaient de plus d'un mètre le toit de l'Electra, frôlèrent la voiture sur la gauche sans l'accrocher. L'engin était passé à présent, et Aloran aperçut dans son rétroviseur la lumière bleue clignotante de son phare tournant. Il tira sur le volant pour braquer à gauche, mais la voiture ne répondit pas. Emportée dans son élan, elle continua de glisser comme dans un rêve vers le bord du précipice, en faisant gicler la neige de dessous ses garde-boue. Il ramena le volant vers la droite, dans le sens du dérapage, et la voiture fit une tête à queue complet. Pris de panique, il freina énergiquement en pompant sur la pédale et sentit la voiture heurter quelque chose. Devant lui, il n'y avait plus de route. Son regard plongea au fond d'un abîme sans fin où, à travers les tourbillons de neige, se profilaient de vagues silhouettes de pins gris vert. Ça y est, nom de Dieu, je vais dégringoler. Ce fut alors que la voiture s'arrêta, le nez plongeant à 30 degrés. Le pare-choc avant gauche s'était accroché dans une barrière de protection, les roues arrière ne touchaient presque plus le sol. Quand Aloran essaya de faire marche arrière, elles tournèrent dans le vide sans résultat. Son cœur battait contre un roulement de batterie de Jenny Krupa. Il sortit avec précaution de la voiture pour se rendre compte de la situation, et il contemplait impuissant, les roues décollées, quand une voix enjouée le tira de ses réflexions. « Dis donc mon gars, tu n'es pas un peu fou, non ?» Aloran se retourna et distingua péniblement le chasse-neige, arrêté à une 50aine de mètres de là, presque invisible dans les tourbillons de neige, à l'exception du trait noir de son tuyau d'échappement, et du phare bleu qui tournait sur son toit. Le conducteur l'avait rejoint et se tenait à quelques pas de lui. Il était emmitouflé dans un manteau en peau de mouton, recouvert d'un imperméable, et portait, perché sur sa tête, une casquette rayée bleu et blanc que le vent n'arrivait pas à lui arracher. Pas possible, il a dû y mettre de la colle. Salut, dit Aloran, est-ce que tu pourrais me remettre sur la route? Ça doit pouvoir se faire, répondit le conducteur du chasse-neige. Mais que diable viens-tu faire par ici, mon vieux? C'est un véritable suicide. J'ai une affaire urgente. Rien n'est si urgent que ça, lui dit le conducteur lentement, avec la douceur qu'on met à parler à un débile mental. Où vas-tu? À Est? Non, à un endroit qui s'appelle l'Overlook, dit Aloran. C'est un hôtel au sud de Sinwither. Tu connais? Le conducteur secoua la tête d'un air soucieux. Tu pars si je connais, répondit-il. Mais mon gars, tu n'y arriveras jamais. Les routes entre Est Park et Sinwither sont un véritable enfer. À peine avons-nous fini de déblayer la route devant... 1, 2, 3, 4. À peine avons-nous fini de déblayer la route devant qu'elle est déjà rebloquée par la neige derrière. À quelques kilomètres d'ici, j'ai traversé des congères qui devaient faire près de 2 mètres de haut. Même si tu arrives à rejoindre Sinwither, la route est fermée à partir de là jusqu'à Buckland, Utah. Non, et il secoua la tête. Tu n'y arriveras jamais, mon pote, jamais. Je dois essayer, dit Aloran, faisant appel à cette dernière réserve de patience afin de garder une voix normale. Il y a un gosse là-haut? Un gosse? Mais non, l'Overlook est fermé depuis la fin du mois de septembre. C'est le fils du gardien, il est en danger. Comment le sais-tu? Aloran perdit patience. Nom de Dieu, ça va durer encore longtemps, ces questions? Je le sais, un point c'est tout. Tu me sors de là, oui ou merde? Tu es de bien mauvais poil à ce que je vois, observa le conducteur, sans paraître particulièrement ému. Bien sûr, remonte dans ta voiture, j'ai une chaîne derrière le siège. Le chasse-neige fit marche arrière, jusqu'à la butte, et Aloran vit le conducteur ressortir avec une longue chaîne enroulée. Aloran ouvrit la portière et cria. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ôte-toi du milieu, c'est tout, lui cria le conducteur. Ce sera fini avant que tu puisses dire ouf. Quand la chaîne se tendit, un frisson parcourut la carcasse de la buick, et une seconde plus tard, elle était de nouveau sur la route, tournée plus ou moins dans la direction d'Espark. Le conducteur du chasse-neige vint jusqu'à la portière et cogna sur la verre sécurite. Aloran abaissa sa vitre. Merci, dit-il. Je m'excuse de t'avoir engueulé. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, répondit l'autre en souriant. Tu dois être à bout de nerfs. Merci mille fois. Sois prudent, je t'aurais bien conduit là-haut, mais j'ai un boulot monstre et je
n'en vois pas la fin. Ça ne fait rien, et merci encore. Il remontait déjà la vitre quand le conducteur l'arrêta. Quand tu arriveras à Sinweiser, si tu y arrives, va au garage Konoko. Tu le verras tout de suite, c'est à côté de la bibliothèque municipale. Demande Larry Durkin, et dis-lui que tu viens de la part de Howie Cottrell, et que tu veux louer un de ses scooters. Si tu dis que tu viens de ma part, il te fera une ristourne. Merci encore, dit Halloran. Ballotté par le vent, sa casquette toujours crânement vissée au sommet de sa tête, Cottrell s'enfonça dans l'obscurité et disparut après un dernier signe de la main. Halloran remit le moteur en marche. Les chaînes patinèrent un instant sur la neige, puis finirent par la mordre assez profondément pour faire avancer la Buick. Derrière lui, le conducteur du chasse-neige lui envoyait un coup de klaxon pour lui citer la bonne route. Il aurait pu s'en dispenser. Halloran avait bien senti qu'il avait sa bénédiction. Dans un des virages à épingle à cheveux, la Buick se mit à chasser, mais Halloran, serrant les dents, manœuvra si bien qu'il réussit à la redresser. Il mit la radio et tomba sur du Aretha Franklin. Elle était la bienvenue. Il aurait toujours plaisir à partager sa Buick Hertz avec elle. Frappée par une nouvelle rafale de vent, la voiture se remit à tanguer, puis à déraper. Halloran lâcha un juron et se colla encore plus près du volant. Aretha termina sa chanson et le présentateur reprit l'antenne pour dire que sortir en voiture aujourd'hui était le meilleur moyen de se tuer. Halloran éteignit le poste. Il réussit à atteindre Sinweiser, mais seulement après 4h30 de route. Quand il déboucha sur l'Upland Highway, il faisait déjà nuit noire, et la tempête n'avait rien perdu de son intensité. Par deux fois, il avait dû s'arrêter, bloqué par des congères qui arrivaient à hauteur du capot, et attendre que les chasse-neige viennent lui ouvrir un passage. À un moment donné, le chasse-neige, qui avançait du mauvais côté de la route, avait failli lui rentrer dedans. Le conducteur avait alors fait un petit crochet pour se rapprocher, et sans prendre la peine de descendre de sa cabine pour l'enguirlander, il lui avait fait avec deux doigts l'un de ces signes parfaitement clairs pour tout Américain de plus de 10 ans, et ce n'était pas un signe de la paix. Puis, plus il approchait de l'Overlook, plus il se sentait pressé d'arriver, et consultait sans arrêt sa montre dont les aiguilles semblaient avancer à toute allure. 10 minutes après s'être engagé sur l'Upland, il dépassa deux panneaux que le vent déchaîné avait suffisamment nettoyés pour qu'il pût les lire. Le premier a indiqué Sinweiser 10, et le second, à 15 km, route fermée pendant les mois d'hiver. Ce fut alors que l'odeur d'orange le frappa une nouvelle fois, à toute volée, et qu'il reçut un nouveau message, lourd cette fois-ci de menaces et de haine. Rebrousse chemin, ou nous te pendrons haut et court, et nous brûlerons ton cadavre. Voilà ce qui attend les sales négros de ton espèce. Alors, si tu tiens ta peau, file. À l'intérieur de sa voiture, Halloran poussa un cri. Cet avertissement lui était parvenu, non pas en clair, par des paroles, mais codé en une série d'images qui l'avaient foudroyé comme une rafale de coups de poing en pleine tête. Sous le choc, il lâcha un instant le volant, essayant de reprendre ses esprits. Laissée à elle-même, la voiture alla heurter du flanc le talus de l'accotement, puis s'immobilisa après avoir fait une tête à queue, les roues arrière tournant dans le vide. Halloran mit sa transmission automatique au point mort et se cacha le visage dans les mains. Il ne pleurait pas, mais sa poitrine était soulevée par des sanglots sans larmes. Il savait que si cette menace l'avait atteint au moment où il côtoyait le précipice, il serait sans doute déjà mort. D'ailleurs, le message lui avait peut-être été envoyé dans cette intention. Et d'autres pouvaient le frapper encore, n'importe quand. Il fallait qu'il se protège contre cette force toute puissante, omniprésente. Mémoire, peut-être, ou l'instinct, s'il ne voulait pas être englouti par elle. Il mit la transmission en vitesse minimum et donna les gaz à petits coups. Les roues patinèrent d'abord, puis s'agrippèrent, puis patinèrent de nouveau. Enfin, la Buick se mit à avancer précédée par la faible lueur des phares qui perçaient à peine les tourbillons de neige. Il regarda sa montre. Il était maintenant presque 6h30. Il eut le sentiment qu'il était déjà peut-être trop tard. Chapitre 50. Trop mal. Debout au milieu de sa chambre, Wendy Torrance regardait son fils dormir. Elle n'arrivait pas à prendre une décision. Il y avait une demi-heure que tous les bruits s'étaient brusquement tus. L'ascenseur, la fête, les portes qui s'ouvraient et se fermaient, mais le silence qui s'était installé ne faisait qu'accroître son anxiété. C'était un silence inquiétant,
pareil à celui qui précède l'orage. Danny s'était endormi presque immédiatement. D'abord léger et agité, son sommeil était maintenant profond. C'est à peine si elle pouvait distinguer le mouvement régulier de sa petite poitrine étroite. D'abord, Jacques s'était arrêté de hurler et de cogner contre la porte. Puis le brouhaha de la fête avait repris, ponctué par le bourdonnement de l'ascenseur et les claquements de sa porte. Mais la fête s'était-elle réellement interrompue? N'était-ce pas plutôt qu'elle se poursuivait ailleurs, dans une autre dimension temporelle qu'elle ne pouvait pas percevoir? Pendant que Damini dormait, elle avait cru entendre des chuchotements mystérieux dans la cuisine, juste au-dessous de leur chambre. Au début, elle n'y avait guère prêté attention, pensant qu'il s'agissait du vent, qui sait, si bien imiter la voix humaine. Du râle étouffé de l'agonisant, au hurlement désespéré de la femme qu'on assassine dans les mélodrames. Et pourtant, plus elle y pensait, tout en montant la garde à côté de Danny, plus elle était sûre d'avoir réellement entendu des voix. Il y avait eu celle de Jack, puis une voix inconnue. La discussion tournait autour de l'évasion de Jack, et aussi du meurtre de sa femme et de son fils. Elle s'était approchée du conduit d'air chaud, et y avait collé l'oreille afin de mieux entendre. Mais à ce moment précis, la chaudière s'était rallumée, et le ronflement de l'air chaud montant quand les tuyaux avaient couvert leur conversation. Quand 5 minutes plus tard la chaudière s'était de nouveau arrêtée, elle n'avait plus rien entendu à part le vent, le crépitement de la neige cinglant les murs de l'hôtel, et par moments, le grincement d'une boiserie. Jack s'est évadé. Ne dis pas de bêtises. Oui, il s'est évadé. Il a pris un couteau de cuisine, peut-être, même un coup près, et il est en train de monter l'escalier, en posant les pieds sur l'extrémité des marches pour ne pas les faire grincer. Tu es folle. Ses lèvres bougeaient comme si elle avait prononcé ces paroles tout haut. Pourtant, le silence régnait toujours. Elle se sentit surveillée. Elle se retourna brusquement et vit, plaqué contre la fenêtre obscurcie par la nuit, un visage blanc, hideux, avec des trous noirs à la place des yeux, qui lui marmonnaient des injures. Le visage d'un fou dangereux qui se cachait derrière ces murs gémissants depuis toujours. Mais non, ce n'était qu'un dessin de givre, sur la vitre, et elle poussa un long soupir de soulagement. Peu après, les voix reprirent, et elle put entendre très clairement cette fois-ci des chuchotements amusés. Ressaisis-toi, tu trembles devant des ombres. D'ici demain matin, tu seras mûr pour la camisole de force. Il n'y avait qu'un seul moyen pour calmer sa frayeur, et elle savait ce que c'était. Descendre, s'assurer que Jack était toujours dans la réserve. C'était tout simple. Descendre, jeter un coup d'œil et remonter. Elle se demanda si elle ne devait pas fermer la porte à clé derrière elle, mais elle hésita. Danny dormait et un incendie pouvait toujours se déclarer. Une autre appréhension plus forte l'assaillit, mais elle l'écarta résolument. Wendy traversa la chambre, s'arrêta, indécise, près de la porte, puis tira le couteau de la poche de sa robe de chambre et empoigna de sa main droite son manche en bois. Elle ouvrit la porte. Le petit couloir qui menait à leur appartement était vide. Les appliques murales étaient allumées et faisaient ressortir sur le fond bleu de la moquette ses entrelacs sinueux. Ils veulent que tu te conduises en faible femme, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Elle hésita de nouveau, ne voulant pas quitter Danny et la sécurité que leur offrait l'appartement. Mais en même temps, elle avait besoin de s'assurer que Jack était toujours en lieu sûr. Bien sûr qu'il l'est, mais les voix. Il n'y avait pas eu de voix. C'était son imagination ou le vent. Non, ce n'était pas le vent. Le son de sa propre voix la fit sursauter. Mais encouragée par le ton d'assurance sur lequel elle avait prononcé ces paroles, elle commença à avancer. Le couteau qu'elle tenait contre sa hanche zébrait la tapisserie de soie, et ses reflets mobiles et ses pantoufles glissaient en chuchotant sur la moquette. Elle avait les nerfs tendus, comme des cordes. Arrivée à l'angle du couloir principal, elle y glissa un regard furtif, s'attendant au pire. Il n'y avait rien d'anormal. Après un instant d'hésitation, elle s'engagea dans le couloir principal. Plus elle se rapprochait de la cage de l'escalier, plongée dans l'ombre, plus elle prenait conscience de la vulnérabilité de Danny, qu'elle laissait seule et sans protection. Arrivée au palier, elle posa sa main sur le premier pilastre de la rampe, et elle jeta un coup d'œil sur les marches de l'escalier. Il y en avait 19. S'attendant à découvrir Jack, accroupi sur l'une d'elles, prêt à bondir, mais il n'y avait personne.
D'ailleurs, comment s'en étonner? Jack était bien enfermé dans la réserve, derrière un verrou solide et une lourde porte en bois massif. Mais le hall était obscur et plein d'ombre, et elle pouvait sentir au fond de sa gorge la pulsation profonde de son sang. Devant elle, sur sa gauche, l'ascenseur ouvrait toute grande sa gueule en cuivre, l'invitant d'un air moqueur au voyage de ses rêves. Non, merci beaucoup. L'intérieur de la cabine était tendu de guirlandes roses et blanches en papier crêpe. Sur le plancher, 2 cornets surprises crevés avaient déversé leur confetti. Au fond de la cabine, dans l'angle, gisait une bouteille de champagne vide. La transpiration de sa main droite avait mouillé la poignée en bois du couteau. Elle le fit passer dans sa main gauche, s'essuyant la main droite sur le tissu éponge de sa robe de chambre, puis reprit le couteau dans celle-ci. Presque sans l'avoir voulu, elle se mit à descendre l'escalier. D'abord le pied gauche, puis le pied droit, pied gauche, pied droit, tout en laissant traîner sa main libre sur la rampe. La faible lumière qui filtrait du palier du premier étage ne parvenait pas à éclairer le hall, et elle se rendit compte qu'elle devrait allumer les lampes, soit à l'interrupteur de l'entrée de la salle à manger, soit à celui du bureau du manager. Il y avait également une autre lumière, diffusée blanchâtre. Les tubes de néon de la cuisine, évidemment. Elle s'arrêta sur la 13e marche, essayant de se rappeler si elle les avait éteints quand elle était remontée avec Danny. Mais elle n'arriva pas à s'en souvenir. En bas, dans le hall, les chaises à haut dossier se terraient dans l'ombre. Les vitres de la porte du hall étaient tendues d'un rideau de neige. Les têtes de clous de laiton dorées sur la tapisserie du canapé luisaient faiblement comme les yeux de chat. Se cacher ici lui était un jeu d'enfant. Les jambes vacillantes, elle continuait à descendre. 17, 18, 19. Ici, c'est le rez-de-chaussée, madame. Faites attention à la dernière marche. La porte du dancing était grande ouverte, mais il ne s'en échappait que le noir des ténèbres. De l'interrupteur lui parvenait un tic-tac régulier, semblable à celui d'une bombe à retardement. Elle se raidit, puis se rappela la pendule sur la cheminée. La pendule sous son globe de verre. Jack ou Danny avaient dû la remonter, à moins qu'elle ne soit ranimée toute seule, comme tant de choses ici. Elle se dirigea vers le bureau de la réception qu'elle avait traversé pour aller à la cuisine. Des reflets d'argenterie lui rappelèrent le plateau qu'elle avait préparé pour leur dîner et qu'elle avait laissé là sur le bureau. Puis le carillon musical de la pendule se mit à tinter. Wendy se crispa et sa langue se colla à son palais. Puis elle se détendit de nouveau. Le pendule ne faisait que sonner l'heure. Il devait être 8 heures. Wendy se crispa. Ah pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire le même paragraphe. Elle comptait les coups. Elle avait le sentiment qu'elle ne devait pas bouger tant que la pendule ne se serait pas tue. 8, 9, 9, 10, 11. Tout à coup elle comprit, mais il était trop tard. Elle rebroussa chemin vers l'escalier tout en sachant qu'elle n'y arriverait pas. Mais comment aurait-elle pu prévoir ça? 12. Toutes les lumières de la salle de danse s'allumèrent, et il y eut l'explosion assourdissante d'une fanfare de cuivre, et Wendy poussa un cri qui se perdit dans le fracas de ses puissants poumons de cuivre. Ôtez les masques, commanda quelqu'un. Ôtez les masques. Puis le vacarme s'éloigna dans le couloir du temps, la laissant de nouveau seule. Non, pas seule. Elle se retourna et le vit qui fonçait sur elle. C'était Jack, et pourtant ce n'était plus tout à fait lui. Dans ses yeux vides brûlait une folie meurtrière. Sur ses lèvres familières flottait un sourire triste et incertain. Il tenait à la main un maillet de rauque. « Tu as cru pouvoir m'enfermer? C'est ça que tu voulais ?» Le maillet fendit l'air en sifflant. Wendy recula d'un pas, trébucha sur un petit escabeau et s'affala sur la moquette du hall. « Jack! Garce! » chuchota-t-il. « Je sais maintenant que tu es une garce. » Le maillet s'abattit sur elle avec une force meurtrière et s'enfonça dans son abdomen. Elle vit vaguement le maillet remonter et comprit tout à coup qu'il avait l'intention de la tuer. Elle voulut l'implorer, le supplier d'arrêter, mais la respiration lui manquait. Elle n'avait plus de voix et c'est à peine si elle put émettre un faible gémissement. « Ton heure est venue cette fois-ci, je ne te raterai pas. Je ne raterai pas mon coup, je te le jure, » lui dit-il, avec un sourire. Il écarta l'escabeau d'un coup de pied. « Ton compte est bon, tu vas voir la correction que je vais t'administrer. » Le maillet s'abattit de nouveau, mais Wendy l'évita en se roulant vers la gauche.
Sa robe de chambre s'entortilla dans ses jambes. Le maillet heurta le sol et glissa des mains de Jack, qui fut obligé de se baisser pour le ramasser. Wendy en profita pour se relever et se précipiter vers l'escalier. Elle avait retrouvé son souffle, mais il lui brûlait les poumons, et son abdomen meurtri n'était plus qu'un amas de chair douloureuse. « Garce, dit-il, sans s'arrêter de sourire. Et il se lança à sa poursuite. « Sale garce, tu vas avoir ce que tu mérites. Je vais te flanquer une de ces raclées. » Elle entendit siffler le maillet, puis ressentit une explosion de douleur au côté droit, quand il l'atteignit juste en dessous du sein, lui cassant de côte. Elle s'écroula sur les marches, tombant sur le côté blessé, et se sentit de nouveau transpercée de douleur. Mais obéissant à l'instinct, elle se jeta de côté en faisant le rouleau et le maillet. En ce faisant, le rouleau et le maillet s'abattirent sur la moquette épaisse et lui frôlant le visage. C'est alors qu'elle aperçut le couteau qu'elle avait lâché au moment de sa chute. Il gisait étincelant sur la 4e marche. « Garce !» répéta-t-il, et le maillet plongea de nouveau. Elle voulut reculer, mais le coup l'atteignit au-dessus du genou, embrasant de douleur tout le bas de sa jambe. Du sang se mit à couler le long de son mollet. Déjà, le maillet redescendait, mais par une feinte de la tête, elle esquiva le coup qui vint s'écraser sur la marche, tout près de son épaule, lui raflant l'oreille. Il s'apprêtait à frapper encore, mais cette fois-ci, elle se laissa bouler vers lui sur les marches de l'escalier, à l'abri de la trajectoire du maillet, laissant échapper un cri quand ses côtes cassées heurtèrent les marches. Son corps vint s'écraser contre ses chevilles alors qu'il se trouvait à terre. Le maillet lui échappa des mains. Il se mit sur son séant et la regarda d'un air hébété. « Tu vas me le payer, je vais te tuer, » dit-il. Il se roula de côté et étendit le bras pour saisir le manche du maillet. Wendy avait réussi à se mettre debout. Des douleurs lancinantes montaient de sa jambe gauche jusqu'à la hanche. Son visage blanc comme un linge avait un air résolu. Au moment où la main de Jack se referma sur la manche du maillet, elle lui sauta sur le dos. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle dans le hall ténébreux de l'Overlook, et elle lui enfonça le couteau dans le dos jusqu'au manche. Il se raidit sous elle, puis se mit à hurler. Elle n'avait jamais de sa vie entendu des cris aussi atroces. C'était comme si l'hôtel lui-même s'était mis à hurler. De toutes ses portes, de toutes ses fenêtres, de toutes ses lattes de parquet. Toujours raidi sous elle, il continuait de crier. Il ressemblait ainsi à une charade mimée de soirée mondaine représentant la monture et son cavalier. Mais cette monture-là avait une chemise de flanelle à carreaux rouges et noirs, dont le dos s'imbibait de sang à vue d'œil. Puis il s'écroula en avant, à plat, sur son visage, et Wendy, désarçonnée, tomba en gémissant sur son côté blessé. Respirant avec difficulté, elle resta longtemps étendue, sans pouvoir bouger. Des vagues d'une douleur indicible déferlaient dans tout son corps. Chaque inspiration la perçait d'un coup de poignard, et son cou ruisselait du sang de son oreille écorchée. Il y avait d'autres bruits que celui de sa respiration, saccadée, le gémissement du vent et le tic-tac de la pendule du dancing. Enfin, elle réussit à se mettre debout et gagna en boitillant l'escalier. Saisie de vertige, elle dut s'accrocher à la rampe, la tête pendante. Une fois le malaise passé, elle se mit à monter, se servant de sa jambe valide et tirant sur la rampe avec ses bras. Elle leva les yeux vers le palier, s'attendant à y voir Danny, mais l'escalier était vide. Grâce au Dieu, il ne s'est pas réveillé. Après les 6 premières marches, elle dut s'arrêter pour se reposer, la tête baissée, les boucles de ses cheveux blonds répandus sur la rampe. Chaque respiration lui écorchait sa langue, aussi douloureusement que si elle avait avalé des chardons. Son côté droit n'était plus qu'une masse enflée de chair meurtrie. « Vas-y, Wendy, vas-y, ma fille. Une fois derrière une porte verrouillée, tu pourras t'examiner tout à loisir. Plus que 13 ingrattés, ce n'est pas terrible. Quand tu seras arrivé dans le couloir du premier, tu pourras ramper, je t'en donne la permission. » Elle inspira aussi profondément que ses côtes cassées le lui permettaient, et tirant sur la rampe, trébuchant, elle réussit à ramper encore une marche, puis une autre. Elle en était à la 9e marche, presque à mi-chemin, quand la voix de Jack lui parvint d'en bas, une voix étranglée qui lui dit « Espèce de garce, tu m'as eu !» Une terreur aussi noire qu'une nuit d'encre l'envahit. Elle retourna la tête et vit Jack qui se mettait lentement debout. Le manche du couteau de cuisine sortait de son dos arqué. Ses yeux semblaient avoir rapetissé, mangés par des plis de chair flasque. Il tenait dans sa main gauche
mais d'une prise mal assurée, le maillet de roc dont la tête était ensanglantée, et sur laquelle un bout de tissu éponge était resté collé. Tu l'auras, ta correction, murmura-t-il, et il s'approcha en titubant de l'escalier. Avec des gémissements apeurés, elle se hissa sur la 10e marche, puis sur la suivante. Elle atteignit la 12e, la 13e, mais le palier du premier étage lui paraissait aussi inaccessible que le sommet d'une montagne. Elle haletait à présent, et son côté blessé la faisait de plus en plus souffrir. Avec ses cheveux qui lui tombaient dans les yeux, elle avait l'air d'une folle. La sueur lui piquait les yeux. Le tic-tac de la pendule de la salle de danse lui crevait le tympan. Et en contrepoint, elle entendait les râles essoufflés de Jack qui commençait à monter l'escalier. Alors, il nous reste 3, 4, 5. Non, bon. Il nous reste 5-6 chapitres en gros. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment fatiguée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 chapitres. Je suis vraiment extrêmement fatiguée. J'ai vraiment un gros coup de barre. Il serait vraiment bête que je m'endorme en live. Du coup, ce que je propose, c'est que je refasse un live. Peut-être ce soir, peut-être demain. En tout cas, je vais refaire un live pour terminer le livre. Mais là, je suis vraiment beaucoup trop fatiguée. Donc, je vais pas. Je vais vous éviter, mais. Je vais vous éviter de m'entendre dormir. Donc, je pense que c'est le mieux pour moi. Du coup, pour petit rappel, vous pouvez me follow sur Twitch. N'hésitez pas, surtout, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de mes vidéos sur YouTube, sachant que je poste mes lives à peu près 24 heures après, la fin du live de Twitch. 24 heures après, je les poste sur YouTube, chapitrés et tout ça, donc surtout, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord pour tout ce qui est annonces, propositions de lecture, débats. Enfin vraiment, il y a pas, il y a, ça va se développer et ça peut vraiment être intéressant. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je vous mets pas mal d'informations. Et puis du coup, il y a des infos sur les lives, il y a des infos sur les lectures. J'en l'ai notamment utilisé pour les votes pour la prochaine lecture. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais juste vérifier une dernière chose, puisque la dernière fois que je vous ai eu en live, je vous ai donné l'information que Shining en film était disponible sur Canal+. Je vais vérifier, il est toujours sur Canal+. Donc si vous voulez le voir avant le débat qu'on fera avec Galdrar, je vous invite à le regarder, bien sûr, à condition que vous ayez Canal+. De toute façon, en cas de changement, vous serez averti, soit sur Insta, soit sur Discord, soit sur les deux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, peut-être à tout à l'heure, sinon à dans la semaine. Voilà, bonne soirée à tous.